mais sur un plan fiscal. Alors, juste un petit point avant de commencer la formation. Comme à chaque fois, la formation est enregistrée. Voilà, donc j'ai démarré l'enregistrement. Alors, comme pour le premier module qu'on a pu réaliser ensemble, je vais me présenter. Voilà. Donc, je suis docteur en droit. J'ai réalisé donc une thèse, le Trust en droit fiscal comparé et international, sous la direction du professeur Benoît Delaunay de l'Université de Paris 2, Panthéon-Assas. Et j'espère pouvoir publier ma thèse et devenir un des spécialistes des entités hybrides en France grâce à mon sujet de thèse. Je suis également intervenant au sein du programme Bachelor in Management à l'école de commerce ESCP et je suis coordinateur des professeurs de droit et de droit fiscal dans ce programme au sein de la même école. Et j'ai l'occasion également de pouvoir intervenir au sein du Master de Wealth Management à partir de cette année. J'enseigne également à l'Université de Saint-Quentin en Yvelines en finance publique où je vais reprendre avec plaisir mes enseignements dès cette année. Et je suis également consultant fiscaliste. Alors, l'introduction générale que nous allons commencer va être un peu moins longue que celle que nous avions pu réaliser la première fois où je présentais les mécanismes de transmission d'entreprise dans le cadre du pacte Dutreil. Alors là, toujours la première slide. Alors, la transmission de l'entreprise familiale induit des contraintes juridiques qui sont propres en raison de l'importance qu'elle présente souvent dans le patrimoine du dirigeant. Elle peut également se heurter en raison de l'importance de l'actif à transmettre à l'écueil fiscal de son coût. La pérennité de l'exploitation est également en cause ici. Par exemple, les biens transmis ne peuvent être cédés pour acquitter les droits exigibles. Comme vous le savez, le régime spécial d'exonération Dutreil permet de réduire de manière très efficace le coût de la transmission. Il offre une exonération de la valeur de l'entreprise qui n'est pas plafonnée et peut, sous certaines conditions, se cumuler avec une réduction de 50% des droits dus. Comme vous le savez, ce régime fait l'objet d'une complexité importante, ce qui engendre également une importance financière. Étant la complexité de ce régime à mettre en place et les conséquences sur un plan financier, aboutit généralement à une remise en cause par l'administration fiscale du montant des droits perçus dans la transmission. Ce qui invite, dans le cadre de cette formation, à nous interroger sur les moyens permettant de sécuriser, du point de vue fiscal, la transmission. La loi de finances pour 2019 a aménagé sur de nombreux points les conditions d'application du dispositif dit pacte Dutreil. La mise en œuvre de ces évolutions avait néanmoins été différée par la publication tardive des premiers commentaires de l'administration fiscale et souffrait d'une insécurité juridique en raison des positions qui sont prises par celle-ci. Du fait de l'insécurité juridique engendrée, une mise en consultation publique du 6 avril au 6 juin a été mise en place en 2021. Ces premiers commentaires sur ce dispositif ont été ensuite publiés. Et l'administration fiscale a définitivement publié ses commentaires définitifs, heureusement remaniés,
avant une mise à jour de la base BOFIP impôt en date du 21 décembre 2021. Bonjour madame. La lecture du BOFIP demeure néanmoins fastidieuse, compliquée à comprendre. Et il est facile de se perdre dans cette écriture compliquée du BOFIP. On va ainsi prendre un peu de recul et tenter de se mettre en perspective pour comprendre quelles sont les grandes lignes qui ont été modifiées, qui ont été aménagées concernant ce dispositif fiscal. On va faire, toujours dans cette introduction, un petit comparatif entre les entreprises individuelles et les entreprises sociétaires. Est-ce que tout le monde comprend? N'hésitez pas à participer, à poser vos questions via le chat ou à répondre aux questions de Nicolas qui est de l'interactivité dans cette formation. Merci. Exactement. À tous. Bon, ils sont encore un peu timides. Mais... ça va arriver. Alors, j'ai voulu toujours dans cette introduction donc faire un petit comparatif entre les entreprises individuelles et les sociétaires. Concernant les entreprises individuelles, nous avons deux traits qui caractérisent le dispositif du TREI, au moins jusqu'en 2019, lorsqu'il s'applique à la transmission d'une entreprise individuelle familiale. C'est la simplicité, contrairement au dispositif du TREI qui s'applique lors d'une entreprise sociétaire. En effet, même si ça a été modifié en 2021, le régime de faveur implique uniquement la souscription d'engagements fiscaux lors de la transmission et le respect des conditions de poursuite, de l'exploitation et de conservation affectées à cette dernière postérieurement à la donation ou au décès. Jusqu'en 2019, nous n'avions aucune phase préparatoire à la transmission qui était formellement requise, ce qui n'était pas exempt de difficultés. Et ça a été remanié en 2019 et dans le cadre de la loi de finances, puis est complété en 2021. C'est également autre caractéristique dans les entreprises individuelles, c'est la forte implication des bénéficiaires de la transmission. En effet, l'application du régime de faveur au transfert de titres sociaux s'accommode, quant à elle, fort bien d'une position purement passive des acteurs de la transmission. Une participation minoritaire dans la société peut être dévolue par un associé non dirigeant à un bénéficiaire qui n'assurera pas davantage la direction de l'entreprise. Contrairement à elle, s'agissant d'une entreprise individuelle, c'est la nécessité, et on le reverra a posteriori, d'une exploitation directe par l'auteur de la transmission lors de la réalisation de cette dernière. Bien évidemment, donc l'un des bénéficiaires de la transmission doit poursuivre l'exploitation afin que cette dernière demeure pérenne. Les entreprises sociétaires, quant à elles, la mise en œuvre de cette exonération du TREI est, comme vous pouvez l'imaginer, beaucoup plus complexe lorsque l'entreprise familiale est exploitée sous la forme de société. La transmission portant sur des actions ou des parts sociales. Outre la détermination des sociétés éligibles, cette principale source de difficulté résulte des deux phases, avec l'engagement collectif de conservation des titres, puis l'engagement individuel de conservation de ces mêmes titres ou actions. L'administration fiscale a également complexifié le dispositif en créant une année une période intermédiaire d'engagement collectif postérieure à la transmission. Alors, nous allons aborder un certain nombre de points dans le cadre de cette
dans le cadre de cette formation. Tout d'abord, les domaines d'application de l'exonération et des sociétés éligibles, les conditions à respecter au jour de la transmission, avec les conséquences inhérentes aux conditions postérieures à la transmission, le cas particulier interposé, l'impact des opérations qui sont réalisées en cours d'engagement de conservation, la question des apports de titres à une holding, les opérations déclaratives, la liquidation des droits et le paiement fractionné et différé des droits de donation ou de succession. Voilà les thèmes que nous allons aborder dans le cadre de cette formation. Est-ce que vous avez des questions ? Tout d'abord, le domaine d'application de l'exonération des sociétés éligibles. Donc, elles ont été insérées dans le BOI NRDMTG-10-20-40 en date du 21 décembre 2021 aux alinéas 60 et suivants. Alors, nous allons, dans le cadre de ce premier thème, domaine d'application de l'exonération, étudier deux parties. Tout d'abord, les règles générales, en premier lieu, et ensuite le cas particulier de la société holding animatrice de groupe. Les deux thèmes, les règles générales et ensuite la société holding animatrice de groupe. Remarque préliminaire en introduction. Les bénéficiaires de la transmission à titre gratuit de titres d'une société opérationnelle au bénéfice de l'exonération partielle sont, pour les donations des personnes physiques et les fonds de pérennité en pleine propriété uniquement. Ces fonds de pérennité visent à protéger le capital de l'entreprise et d'une certaine manière à sécuriser la transmission de la direction de l'entreprise. Et d'autre part, pour les transmissions par décès, également les personnes morales. La transmission des titres éligibles par des personnes morales à un fonds de pérennité peut également bénéficier de l'exonération partielle. Dans la première partie, les règles générales. Les règles générales, on va voir les points suivants. Quelle est la nature de l'activité exercée? Quelles sont les sociétés qui sont éligibles au pacte Dutreil, dont les parts sociales ou actions sont transmises? Le caractère non exclusif, mais prépondérant de l'exercice de l'activité éligible. Voilà les différents thèmes que l'on va étudier. Les activités exercées, les sociétés éligibles, le caractère non exclusif mais prépondérant de l'exercice de l'activité éligible. En premier lieu, la notion d'activité exercée. La notion d'activité exercée. On va, dans le cas de cette activité exercée, s'interroger tout d'abord sur l'activité exercées qui sont éligibles et ensuite on verra les activités qui sont non éligibles. Activité éligible, activité non éligible. L'exonération, dans le cadre des activités éligibles, est en principe réservée aux transmissions de parts ou actions de sociétés opérationnels exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Des précisions ont été apportées dans le cadre du BOSFIP en date de décembre 2021. Comme on le reverra ultérieurement,
le régime d'imposition, que ce soit l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu de la société, est sans incidence au regard de l'exonération. Tout au plus, il va influer sur la fonction de direction de l'activité principale qui doit être exercée par un bénéficiaire ou un signataire de l'engagement collectif de conservation au sein de l'entreprise. Et c'est intéressant, on pourra le revoir dans un arrêt de jurisprudence qui a été rendu récemment. L'administration fiscale précise que la société doit exercer une activité éligible non seulement lors de la mutation exonérée, mais aussi pendant toute la durée de l'engagement collectif et de l'engagement individuel de conservation. Cette exigence n'est néanmoins pas précisée par l'article 787b du Code général des impôts, mais elle est néanmoins conforme à la finalité du dispositif. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que je vais trop vite ou ça va? N'hésitez pas à parler, que ça soit interactif. Madame, est-ce que ça vous convient? Oui, très bien. Je sais pas. Carole, tu es là? Non, c'est très bien, c'est très clair. C'est très clair, d'accord. Super. Est-ce qu'il y a... Est-ce que... Natalia, tu es là ou pas? C'est bon? Je peux continuer? Alors, bien évidemment, donc toujours dans cette éligibilité, l'absence d'exercice effectif de l'une des activités exigibles avant l'exonération des engagements fiscaux entraînerait ainsi la remise en cause de l'exonération partielle. Par exemple, si une société holding cessait de jouer son rôle d'animatrice avant l'expiration de l'engagement individuel non éligible, ce qui aurait pour conséquence de remettre cette exonération. Néanmoins, je vous demande une attention, c'est que l'administration fiscale n'exige pas que l'activité exercée soit identique dans toute la durée des engagements fiscaux. Donc, il impose l'exercice d'une activité exigible pendant toute la durée de l'engagement. Mais il n'exige pas que cette activité exercée soit identique. Ce qui aboutit ainsi, bonjour, un changement d'activité nous semble donc envisageable, pourvu, et à votre avis, quelle est la condition subséquente s'il y a un changement d'activité? Asma, est-ce que vous avez une idée? S'il y a un changement d'activité, je dirais que les acteurs, à mon avis, restent les mêmes. Le changement d'activité, je pense au déficit, mais je ne pense pas que ce soit pertinent. Non, mais par rapport à l'activité en elle-même, madame qui est en présentiel, vous avez une idée? Comme un cheveu dans la soupe. Non, vous inquiétez pas, vous mettez-vous ici si vous le souhaitez. Alors, qu'elle remplisse les mêmes conditions que la exactement. Très bien. En effet, un changement d'activité nous semble envisageable pourvu que l'activité nouvelle soit elle-même éligible au bénéfice de l'exonération partielle. On est dans les premières conditions d'application concernant les activités éligibles. Bien sûr, et on le reverra ultérieurement, l'activité exercée par la société n'est pas forcément monolithique au regard du régime de faveur. Une société peut exercer une activité mixte, c'est-à-dire à la fois exercer une activité civile, autre qu'agricole ou libérale, et une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale,
Et cela, on peut bénéficier de l'exonération dès lors que l'activité n'est pas prépondérante. Ce qui pose la question de la place de l'immobilier dans l'appréciation de la prépondérance. En effet, l'immobilier d'exploitation, qui est directement affecté à l'activité opérationnelle, devrait être considéré comme un actif éligible, peu importe la valorisation de l'immobilier affecté à l'exploitation et son poids à l'actif de son bilan. Celui-ci doit donc être considéré comme un actif éligible, peu importe également le mode de détention de cet actif. Voilà. En résumé, et on le partage dans le cadre de la formation, l'éligibilité, ce sont les activités industrielles, les activités commerciales, les activités artisanales, agricoles ou libérales. Et pour précision, sont considérées comme commerciales les activités visées aux articles 34 et 35 du Code général des impôts, à l'exclusion des activités de gestion par une société de son propre patrimoine immobilier. On me dit dommage, effectivement, pas possible. C'est également dans l'activité éligible, l'activité de construction-vente, d'immeubles ou de marchand de biens. Et c'est également l'assimilation de l'activité holding animatrice de groupe à une activité commerciale. Et également, un peu plus atypique, l'exploitation forestière, en vertu d'un régime spécial de l'article 76 du Code général des impôts. On porte un point particulier sur l'éligibilité au regard des entreprises individuelles. En effet, c'est l'article 787C du Code général des impôts, réserve l'exonération de 75% aux transmissions entre vifs ou par décès, portant sur la totalité ou une quote-part de l'ensemble des biens affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. L'exonération peut ainsi s'appliquer à la transmission de toute ou partie d'un fonds de commerce, d'un fonds artisanal, d'une clientèle, d'une clientèle professionnelle libérale ou d'une entreprise agricole. Encore une fois, le régime d'imposition dans le cadre des sociétés individuelles, que ce soit le régime réel, que ce soit le régime simplifié, ou que ce soit le régime de micro, est sans incidence sur l'application de l'exonération. L'exonération dans le cas des sociétés individuelles peut s'appliquer aux transmissions portant sur des branches complètes d'activité, c'est-à-dire des éléments d'actifs et de passifs d'une entreprise capable de fonctionner par ses propres moyens. Cette précision est fournie par la doctrine administrative, est en effet bien précise. Ça pose également la question donc, à la différence des autres régimes de faveur et notamment du régime des donations d'entreprise aux salariés, l'assiette de l'exonération qui est prévue par l'article 787 du Code général des impôts est vaste. Elle porte la totalité des biens affectés à l'exploitation, ce qui peut par exemple englober des biens immobiliers bâtis ou non, et non sur la seule valeur vénale de la clientèle, du fonds de commerce, fonds rural ou artisanal. La différence est particulièrement notable en matière rurale. À la différence du régime de donation d'entreprise aux salariés,
L'exonération ne porte pas sur le fonds rural, mais sur l'intégralité des biens affectés à l'exploitation. Les biens affectés à l'exploitation dans le cas des entreprises individuelles sont ceux qui sont nécessaires à l'exercice de la profession. On est sur cette slide maintenant de la non-éligibilité. Deuxième point à regarder. Ce sont toutes les activités de location, avec la location nue, qui sont interdictions, qui sont des activités non éligibles, quelle que soit l'affectation des locaux, de locaux meublés à usage d'habitation, et on en fera un petit focus dessus, des établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation, la promotion en restauration de son patrimoine immobilier, consistant à faire effectuer des travaux sur ces immeubles, et également les activités financières de gestion par une société de son portefeuille de valeurs mobilières. Toutes ces activités sont non éligibles. Alors, à votre avis, quand je parle de locaux meublés à usage d'habitation, à quoi ça vous fait penser? Des locations pour des particuliers, des Airbnb, des choses comme ça. Voilà, exactement. C'est pas des locations permanentes? Non. Non, pas forcément. C'est l'activité de location meublée relevant du régime fiscal de loueur meublé professionnel. Est-il éligible au dispositif du pacte du travail? Point d'interrogation. Est-ce que vous avez une idée? En distanciel? A priori, non. Ça ne devrait pas être éligible. Eh oui. J'aurais dit pas Alors, pas éligible. Et alors, du coup, j'ai une question. Si par exemple, on est dans... Est-ce que je peux? Oui, bien sûr. Ben, je vous remercie. Si par exemple, on a une holding animatrice qui détient une société commerciale, deux sociétés, une société commerciale et une SCI immobilière qui ferait de la location meublée. Si je veux transmettre la holding animatrice, comment est-ce que je devrais analyser ce schéma? Alors, on le verra tout à l'heure. C'est une des questions qu'on se pose concernant la holding. D'accord, parfait. Alors, ça et puis le schéma, donc je vais à peu près répondre à votre question indirectement concernant cette activité de location. Donc, il s'agit assurément d'une activité juridiquement civile qui se situe par principe en dehors du champ d'application de ce dispositif. Ce principe est parfois rappelé dans toute sa rigueur pour conclure à l'impossibilité absolue de bénéficier de l'exonération partielle. L'administration fiscale ne fournit aucune indication à ce sujet dans le cadre de sa doctrine consacrée aux entreprises individuelles. Sa position est cependant beaucoup plus contrastée dans le cadre des commentaires afférents à l'exonération applicable aux transmissions d'actions ou de parts sociales. Elle renvoie, à l'époque, pour l'appréciation des activités éligibles, à ses commentaires en matière d'ISF devenu IFI, concernant l'exonération des biens professionnels qui est similaire. Cette activité a une activité commerciale. Or, les activités visées par l'article 787B et 787C du Code général des impôts sont identiques. Ainsi, on pourrait, je le mets au conditionnel, indépendamment des biens affectés à l'activité, que les redevables, et c'est là où je peux répondre en partie à votre question, devraient démontrer l'existence d'une véritable entreprise, ce qui sera néanmoins difficilement caractérisable. Et éventuellement, l'idée, ça serait de demander un rescrit auprès de l'administration fiscale pour
vérifier si l'activité de location meublée peut ou pas bénéficier du dispositif du pacte du travail. Donc il y a quand même un flou. Deuxième point maintenant. Pardon ? Pardon, c'est que c'est un flou, c'est pas arrêté, c'est une analyse au cas par cas sur ces locations. Oui, ça serait une analyse au cas par cas, oui. D'accord, ok, c'est pas une vérité établie, d'accord. Non. Le principe, c'est non, mais si on démontre qu'il y a l'exercice d'une véritable activité professionnelle, on pourrait bénéficier, le mot conditionnel, du régime de faveur. Et donc, l'activité serait donc éligible. Maintenant, la nature des activités. Les activités éligibles dont les parts sociales ou actions sont transmises. Encore une fois, on va scinder notre analyse autour de 2 points. Les entreprises qui sont éligibles et les entreprises qui ne sont pas éligibles. Ce sont tout d'abord les sociétés dotées de la personnalité morale, y compris les sociétés unipersonnelles, telles que le URL, la SASU, le ARL, les sociétés étrangères sous les mêmes conditions que les titres de société françaises, la nationalité et le régime d'imposition de la société et sa forme sont indifférents. Le régime d'imposition, l'IS ou l'IR de la société, est en revanche sans incidence au regard sur l'exonération. Tout au plus, il influe sur la fonction de direction de l'activité ou de l'activité principale qui doit être exercée par un bénéficiaire ou signataire de l'engagement collectif de conservation au sein de l'entreprise. Alors, un focus. Donc, c'était l'administration fiscale qui se posait la question de savoir si à l'époque ce régime était applicable aux sociétés de personnes. Dans sa deuxième instruction du 9 mars 2012, elle précise dorénavant que les entreprises sociétaires unipersonnelles, dont l'associé unique, le URL, la ERL et la SASU, sont assimilées à des entreprises uniquement lorsqu'elles ne peuvent pas bénéficier du dispositif d'engagement collectif réputé acquis. Donc c'était une question, mais on a répondu favorablement. Nous avons ensuite les entreprises qui ne sont non éligibles. Donc ce sont tout d'abord les entreprises qui vont exercer une activité non éligible, comme on l'a précisé tout à l'heure, et les entreprises qui sont sans personnalité morale, notamment les sociétés en participation et les sociétés créées de fait. On arrive maintenant, autre point, sur le caractère non exclusif, mais prépondérant de l'exercice des activités éligibles. C'est tout d'abord la possibilité d'avoir une activité mixte. Je vous l'avais précisé tout à l'heure. En effet, l'activité exercée par la société n'est pas forcément monolithique au régime de faveur. Les sociétés exerçant une activité mixte, donc l'activité civile ou commerciale, peuvent bénéficier du régime de faveur. C'est également l'application du régime de faveur aux parts ou actions d'une société qui exerce à la fois une activité civile autre qu'agricole ou libérale et une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, dans la mesure, et ça permettrait également de répondre à votre question, où cette activité civile n'est pas prépondérante. C'est également l'appréciation de la prépondérance de l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale
en considération d'un faisceau d'indices déterminés d'après la nature de l'activité et les conditions d'exercice. Et c'était un arrêt en date du 20 janvier 2020 qui avait apprécié la notion de la prépondérance. À titre de règle pratique et issue de cet arrêt, l'administration admet une appréciation au regard de deux critères cumulatifs. C'est tout d'abord le chiffre d'affaires de l'activité éligible qui doit être supérieur au chiffre d'affaires total. Première condition, chiffre d'affaires de l'activité éligible qui est supérieur au chiffre d'affaires total. Deuxièmement, et prenant acte de décisions de jurisprudence, l'administration fiscale admet qu'à titre de règle pratique, la prépondérance de l'activité opérationnelle puisse être établie dès lors que le chiffre d'affaires procuré par cette activité représente au moins 50% du montant de son chiffre d'affaires total et que la valeur vénale de l'actif brut immobilisé et circulant affecté à cette activité représente au moins 50% de la valeur vénale de son actif brut. Ainsi, et je le répète, la valeur vénale de l'actif brut immobilisé et circulant affecté à cette activité doit être supérieure à 50% de la valeur vénale de l'actif brut total. Et il en résulte quelles conséquences du caractère non exclusif mais prépondérant de l'exercice des activités éligibles, à votre avis? Est-ce que vous avez une idée avec cette condition d'application? C'est que, et il résulte de l'application de cette règle, que des actifs non affectés à l'activité, qui peuvent tout de même représenter 50% de la valeur vénale de l'actif brut de la société, sont susceptibles de bénéficier de l'exonération partielle. C'est à égalité. On pourrait faire bénéficier de l'exonération partielle. Autrement dit, si on reprend, pardon, si je me permets de vous interrompre, si on reprend l'exemple de la holding qui détiendrait d'une partie les titres de la SCI, d'autre partie les titres d'une autre société opérationnelle, on va vraiment venir, on va prendre la valeur vénale des titres et donc on va regarder en dessous ce qui se passe. Et dans la valeur des titres, voilà, on va vraiment faire une analyse économique et à chaque fois. Et alors du coup, comment se fait la lecture? Par exemple, si on prend la société opérationnelle, on va pas venir regarder si elle détient des immeubles ou pas, ou si à chaque fois on va venir regarder, on va la caractériser à son niveau. On va la caractériser à son niveau. Ok. Et à chaque fois, d'accord. C'est comme une prépondérance immobilière classique. On regarde chaque actif et donc quand on a des titres, on refait l'analyse. Ça redevient une micro-analyse de la société en fait. Ah ben on est obligé, oui. Ouais, voilà. L'analyse de la holding, elle va venir découper et réanalyser tout ce qui est en dessous. Ok. Ah, c'est obligé. Autrement, il pourrait y avoir une remise en cause du dispositif. Oui, tout à fait. Oui. Bonjour, j'avais aussi une question sur la possibilité de prendre en compte un goodwill non comptabilisé. Est-ce qu'on peut le prendre parmi l'actif affecté à l'activité éligible? C'est-à-dire un goodwill Un goodwill qui n'est pas comptabilisé à l'actif, comme ça arrive souvent. alors ça,
Alors ça, je vous avouerai que vous me posez une question. Je reviendrai vers vous. Est-ce que ça reviendrait, est-ce qu'on ne se fait pas rattraper, puisque vous parliez de valeur vénale, ce goodwill, c'est finalement la valeur réelle du fonds de commerce versus sa valeur nette comptable. Donc, quelque part, si l'analyse est celle d'une valeur vénale, c'est forcément une valeur réelle qui va venir cristalliser fiscalement ce goodwill, finalement. Est-ce que c'est pas comme ça qu'on rattrape le goodwill non comptabilisé? Puisqu'on raisonne en valeur réelle, quoi. Oui, de toute façon, il faut raisonner en valeur réelle, bien sûr. Oui, donc quelque part, le goodwill, c'est finalement, en normes françaises, pas en IFRS, mais en normes françaises, le goodwill, c'est la valeur réelle du fonds de commerce, qui peut être de 150, alors que ma valeur nette comptable est de 50. Quand je vais venir valoriser le titre auquel ce fonds de commerce est intégré, je vais prendre la valeur réelle du fonds de commerce. Donc, je vais venir rattraper, je pense, ma valeur, mon goodwill non comptabilisé. Bien sûr, de toute façon, c'est la valeur réelle qu'il faut prendre en compte. De la société. Autrement, il y aurait une atteinte également à la transmission d'actifs transférés. Et notamment une atteinte à la réserve par rapport aux autres héritiers et réservataires, le cas échéant. Donc la lecture d'un bilan comptable ne suffit pas, en fait? Non, non. Absolument pas. Okay. C'est pour ça d'ailleurs que c'est ce que j'ai précisé tout à l'heure. Il faut quand même, pour des risques de remise en cause par rapport aux héritiers, c'est notamment des rescrits qui sont proposés, donc c'est ce qu'on voit à la fin, pour déterminer la valeur réelle de la société. Et on peut même demander à l'administration fiscale, dans le cadre de ce rescrit, permet aux dirigeants de consulter l'administration fiscale sur la valeur à laquelle il évalue son entreprise avant de réaliser la donation. Si cette valeur est agréée par l'administration, cette dernière ne pourra pas la remettre en cause ultérieurement. Cette donation intervient sur la base proposée à l'administration dans les 3 mois suivant l'acceptation par l'administration. Est-ce que si la société cible détient elle-même des titres, on va considérer que c'est une activité patrimoniale et donc on va prendre en compte dans la balance de la prépondérance, on va prendre en compte ce qui en fait est peut-être une simple détention passive finalement? Alors c'est la notion de société interposée, c'est ce qu'on verra, c'est un des cas spécifiques qu'on verra tout à l'heure également. D'accord. Merci. Alors, je reprends également caractère, appréciation, donc valeur vénale de l'actif brut. Alors, concernant donc le caractère non exclusif mais prépondérant de l'exercice de l'activité éligible, on remet un problème de partage. Alors, concernant le caractère non exclusif mais prépondérant de l'activité exercée, ce qui a posé la question, donc il y a eu un arrêt du 25 mars 2022, du 25 mai pardon 2022, portant donc de l'intention du législateur, sur lequel il peut avoir le moindre doute. L'administration fiscale considère que la société doit conserver son activité éligible pendant toute la durée de l'engagement, qu'il soit collectif ou unilatéral et individuel. Ce n'est pas le point de vue de la Cour de cassation, qui, mettant totalement de côté l'intention du législateur, pour ne pas dire la raison d'être du texte, consacre une lecture littérale de l'article 787b du Code général des impôts et décide que l'exonération partielle s'applique dès lors que la société exerce une des activités éligibles à la date du fait générateur de l'impôt, soit au jour de la transmission, et peu importe que cette condition d'activité ne soit pas remplie
jusqu'au terme des différents engagements. Alors, cette décision a fait l'objet donc d'analyses doctrinales et du fait de cette analyse littérale réalisée par les juges de la Cour de cassation, la loi 2002-157 du 16 août 2017 a été remis en cause lors de l'examen du PLFR 2022, a été voté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat un amendement qui prévoit d'exiger que cette condition soit satisfaite à compter de la conclusion de l'engagement collectif et jusqu'au terme de l'engagement individuel de conservation. Inséré à l'article 787b du Code général des impôts, sous un paragraphe C bis, cette disposition nouvelle issue de l'article 8 de la loi 2022-157 du 16 août 2022 permet de légaliser la doctrine administrative telle que rappelée par le BOFIP. Comme le prévoit l'article 8, cette disposition s'applique aux transmissions à compter du 18 juillet 2022, mais de manière plus spécifique aux transmissions intervenues avant cette date, sous réserve que l'un des engagements de conservation, qui soit collectif, unilatéral ou individuel, soit en cours, et que la société exploitante n'a pas cessé d'exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole. Donc, ce qui pose la question de la durée d'exercice de l'activité éligible. Donc, la société doit vérifier la condition d'activité éligible pendant toute la durée des engagements collectifs ou unilatérales et individuels de conservation. Et si la société exerce plusieurs activités éligibles, il est tenu compte de l'ensemble de ces activités pour l'appréciation de leur caractère prépondérant et pour l'application de la règle pratique. L'abandon d'activité et l'exercice d'activités nouvelles éligibles pendant cette durée sont possibles, pourvu, bien évidemment, que la règle rappelée plus haut soit respectée. La forme juridique, maintenant, et le régime fiscal. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la forme juridique de la société et son régime fiscal sont en principe indifférents au regard de l'exonération de 75%. Il importe peu que les bénéfices de la société soient imposés à l'IS ou à l'IR. Dès lors que les conditions d'exonération sont par ailleurs réunies, les donations de sociétés de titres étrangères peuvent bénéficier de l'exonération partielle et les conditions d'exonération sont identiques à celles exigées de la société française. Ce qui pose ensuite la question des transmissions éligibles. La transmission éligible. L'exonération du trade s'applique tant aux donations entre vifs, y compris en démembrement propriété, ainsi qu'aux transmissions par décès. Dans le cadre de la réalisation de la transmission d'entreprise familiale, il est fréquent que les entreprises fassent l'objet d'une approbation conjointe entre époux, voire entre partenaires pacsés, ou qu'ils soient démembrés. Et les contraintes inhérentes à ces situations ont été réduites par les législateurs et clarifiées par la doctrine administrative. Alors, puis ça a été encore remodifié en 2021. Tout d'abord, lorsque les titres dépendent d'une communauté conjugale, la signature de l'engagement collectif de conservation relève de la compétence de l'époux ayant la qualité d'associé, même si la valeur patrimoniale des titres
constitue un actif commun, c'est l'époux associé ou l'un des deux époux, si dans tous les deux la qualité d'associé, qui a le pouvoir de signer l'engagement collectif de conservation. Cette répartition des compétences est originale et singulière au regard du régime des droits patrimoniaux. La souscription, en effet, de l'engagement collectif ou individuel relève de la gestion exclusive de l'associé lorsqu'il a seul cette qualité. Et elle ressort de la compétence concurrente de l'un ou l'autre des conjoints survivants lorsque ces derniers sont tous deux associés. Alors, ce qui pose la question, également, une autre question, des donations réalisées. La situation est moins claire, elle n'est pas clairement abordée par la doctrine administrative lorsque la transmission est réalisée par donation, ce qui est souvent le cas en pratique s'agissant de l'entreprise familiale. La doctrine pose la question suivante. Juridiquement, l'époux qui n'est pas associé peut-il se porter codonateur, voire seul donateur, avec le consentement de son conjoint, des titres dépendants de la communauté? Alors la question est intéressante et un début de réponse qui sera encore modifié avec les commissaires de l'administration fiscale. 2 arrêts ont été rendus selon la Cour de cassation, avec un premier arrêt de 2012. Lors du partage de la communauté, les titres communs ne peuvent être attribués qu'au seul associé sur la valeur patrimoniale des titres dépendant de la masse commune. Et l'autre arrêt de 2014, qu'après dissolution de la communauté, l'époux peut disposer seul des titres dont il est associé. Un début d'analyse, selon la doctrine, la valeur patrimoniale qui est commune doit dès lors primer. Dans le cas de la donation conjointe, généralement une donation partage, l'époux, même qui n'a pas la qualité d'associé, peut se porter codonateur des titres transmis. Il pourrait se porter, vu que les titres de la société sont dans la masse commune des actifs de la communauté. Également, donc ça c'est les conséquences des régimes matrimoniaux. Nous avons également, dans le cadre des transmissions éligibles, les transmissions qui sont opérées en démembrement de propriété. Et c'était une question que l'on avait abordée lors du premier thème en juillet dernier. En effet, ils nécessitent une attention particulière. Tout d'abord, lorsque la donation est consentie en nue propriété, en étant assortie d'une réserve d'usufruit au profit du donateur, le bénéficiaire même de l'exonération partielle est subordonné à une répartition particulière au terme même des statuts entre usufruitier et nu propriétaire. Ce qui pose la question ainsi des droits de vote de l'usufruitier, ce qui pose également la question des droits financiers. Alors généralement, donc il serait préconisé que les statuts doivent limiter les droits de vote de l'usufruitier aux seules décisions concernant l'affectation des bénéfices. Et ce qui va procéder, ça va être le rôle de conseil, de résulter d'une modification des statuts, le cas échéant, et non d'une convention qui est établie entre l'usufruitier et le nu propriétaire. Également, les droits financiers. Donc, les statuts traitent rarement des droits financiers en présence de droits démembrés,
il apparaît alors fondamental de savoir qui de l'usufruitier ou du nu propriétaire profitera des bénéfices courants ou des bénéfices exceptionnels lorsqu'ils seront mis en distribution sous forme de dividendes ou de réserves. En particulier, nous n'avons aucune jurisprudence qui permet de clarifier la situation concernant la question du résultat exceptionnel. Donc il faut quand même que les statuts puissent le prévoir pour éviter des zones d'ombre. Et s'agissant des réserves, qui va en bénéficier, l'usufruitier ou le nu propriétaire, la doctrine s'oppose. Alors que pensez-vous? C'est plutôt l'usufruitier ou le nu propriétaire qui doit bénéficier des réserves? Une distribution de réserves. Guy Descordes, est-ce que vous avez une idée? C'est plutôt le nu propriétaire, non? Oui, moi je dirais que c'est le nu propriétaire. Oui, c'est logique. Pour quel motif? Moi je dirais, il y a une divergence quand même de l'administration fiscale. Bon, il y a un vide, et la doctrine s'oppose. Pour quel motif vous direz que ce serait plutôt le nu propriétaire? Eh bien, parce que l'usufruitier n'a pas la capacité d'affecter les réserves. Bah, si c'était marqué dans les statuts. Oui, puis ça devait être affecté en fait. Ça pourrait. Alors moi je dirais non, parce qu'en fait il y a eu un arrêt de jurisprudence qui a dit que l'usufruitier n'était pas associé. Il y a un arrêt récent qui a été rendu sur le sujet. Donc moi je dirais. Pas associé? Oui, il n'a pas la qualité d'associé. En cas de démembrement départ d'une société. D'accord. Oui, ça a été rendu dernièrement. Je n'ai plus la date de l'arrêt en date, mais je sais que ça a été rendu. C'est la Cour de cassation qui a rendu cet arrêt. Pardon? Sur quel motif? Quel fondement? Je ne me rappelle plus. Mais je sais que l'usufruitier n'a pas la qualité de. Il semble logique, parce que de toute façon, il a procédé au démembrement au profit d'un usufruitier. Pardon? Donc pour moi. C'est pas logique. S'il affecte le résultat, il peut participer au vote de l'Assemblée en affectant le résultat. Donc il agit en tant qu'associé pour ces cas-là. Mais il n'a pas la qualité d'associé. Ouais. La Cour de cassation dit qu'il n'y a pas la qualité d'associé parce qu'il ne peut pas, entre guillemets, vendre ses titres. Parce qu'il ne peut pas vendre ses titres? Il n'a pas l'abusus sur le... Oui, oui, ce qui est logique de toute façon. Oui, tout à fait, oui. Donc, donc je dirais plutôt c'est le nu propriétaire qui pourrait bénéficier de la réserve. Alors, maintenant, la société. Grand autre point. La société animatrice de groupe. Donc, ça va pouvoir répondre à une question. Alors, c'est tout d'abord l'assimilation à une société opérationnelle qui est éligible au pacte du trade. Et ces renvois aux commentaires de l'administration fiscale en date du 8 juin 2018. En matière d'IFI, l'article 966 grand 2 alinéa 2 du Code général des impôts, la société holding animatrice est assimilée à une société commerciale. En effet, selon les commentaires, sont également considérées comme des activités commerciales les activités de société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participation, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe ou au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant, et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. Remarque, pour l'administration fiscale, l'éligibilité des sociétés holding animatrices de groupe demeure une simple mesure de tolérance, malgré le fait que la jurisprudence, et c'est un arrêt du 13 juin 2018 qui l'a rendu, affirme que le caractère commercial de l'activité d'animation découle directement du Code général des impôts. Alors, concernant le caractère animateur du groupe du holding, donc ça a été précisé dans les commentaires de décembre 2021, nous avons deux principes, deux critères. Nous avons un critère qui est essentiel et indispensable, celui de la participation active et effective à la conduite de la politique du groupe
et au contrôle des filiales exerçant une activité éligible au pacte Dutreil. Nous avons également un critère secondaire qui est la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers au sein du groupe. L'administration précise que l'appréciation du caractère animateur s'entend au moment de la conclusion du pacte Dutreil ou de la transmission en cas d'engagement réputé acquis et, c'est important, jusqu'au terme des engagements collectifs et unilatéraux et individuels de conservation des titres. Donc c'est jusqu'à la fin, ça doit durer toute la période du pacte Dutreil. La société holding animatrice ayant une activité mixte, c'était la question qu'on me posait tout à l'heure. La société holding doit être principalement animatrice de son groupe de sociétés ayant une activité opérationnelle. Et c'est le BOFIP qui se réfère à la jurisprudence récente du Conseil d'État. Voilà, critère essentiel, critère indispensable, voilà. Lorsque la holding administratrice a une activité donc mixte, la société holding doit être principalement animatrice de son groupe de sociétés ayant une activité opérationnelle. Le BOFIP se réfère à la jurisprudence récente du Conseil d'État. C'est un arrêt du Conseil d'État en sens plénière du 13 juin 2018, en premier lieu, et en second lieu, un arrêt de la Cour de cassation cette fois, en date du 14 octobre 2020, c'est la Chambre commerciale qui l'a rendu, et qui précise que le caractère principal de l'activité d'animation de groupe d'une société holding doit être retenu, notamment lorsque la valeur vénale des titres de ces filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale présente plus de la moitié de son actif total. Et remarque, le BOFIP ne donne aucune précision en cas de détention indirecte des filiales opérationnelles par la holding. Donc je répète parce que ça a été donc précisé en 2021. Donc le BOFIP se réfère à la jurisprudence récente du Conseil d'État et de la Cour de cassation et précise que le caractère principal de l'activité d'animation de groupe d'une société holding doit être retenu notamment lorsque la valeur vénale des titres de ces filiales exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale, agricole ou libérale représente plus de la moitié de son actif total. Néanmoins, pour qu'il n'y ait pas de remise en cause au point de vue de l'administration fiscale, et ça c'est un arrêt, ça c'est un article de doctrine que j'ai vu qui était particulièrement intéressant après. Il est conseillé de constituer un dossier précontentieux qui permettra de répondre rapidement aux questions éventuelles de l'administration fiscale sur l'éligibilité de la société dont les titres sont visés par l'engagement de conservation au dispositif d'exonération partielle. C'est en effet au contribuable de justifier de l'animation effective du groupe par la société holding et du contrôle de ses filiales. Il convient de rappeler que la réalisation de prestations de services ne constitue qu'un critère subsidiaire et non suffisant pour justifier la réalité de l'animation. Cet article de doctrine donne 4 critères pour constituer ce dossier précontentieux. Ça va être tout d'abord les éléments qui vont permettre de justifier du contrôle des filiales par la holding, avec par exemple un organigramme présentant les titres de participation figurant au bilan clos avant la date de la mutation. C'est ensuite
D'autre part, donc, les éléments permettant de justifier de l'animation des filiales contrôlées par la holding, avec par exemple des conventions d'animation énonçant notamment les moyens mis en place pour assurer le respect de la politique du groupe. Également les conventions par lesquelles la holding s'engage à réaliser des prestations de services au profit de ses filiales. C'est également, autre critère, troisième critère, les éléments permettant de justifier de la communication des instructions aux filiales et de leur bonne exécution par celles-ci. C'est par exemple les échanges écrits entre la mère et ses filiales, justifiant le transfert des instructions. Les conventions par lesquelles les filiales s'engagent à respecter la politique définie par la société mère. Et enfin, les éléments permettant de justifier de l'activité prépondérante d'une activité d'animation et de contrôle éligible. Nous avons donc une absence de définition de la prépondérance pour les sociétés holding, même si le caractère animateur a été circonscrit. Donc, les actifs éligibles pour pouvoir en bénéficier doivent représenter plus de 50% de l'actif brut immobilisé, mais aussi de l'actif brut total, à la fois à partir des données historiques, mais aussi des valeurs vénales et le chiffre d'affaires généré par la filiale, contrôlée, exercer une activité globale, mais aussi des valeurs vénales. Alors, est-ce que certains ont eu des contentieux lorsqu'une société holding animatrice de groupe, on faisait bénéficier du régime de faveur du pacte du Trail? Que certains ont une vision pratique et des différentes demandes de la part de l'administration fiscale? Non? Pardon? Il n'y a plus personne. Monsieur qui me posait la question tout à l'heure concernant le goodwill. Micro penché ou moi? Allez, le micro, c'est le Alors, on arrive maintenant sur un deuxième thème, qui sont les conditions à respecter au jour de la transmission. Donc, ce sont les alinéas 60 et suivants, qui précisent les conditions à respecter au jour de la transmission. Alors, on va se poser différentes questions concernant cette partie, avec tout d'abord les principes généraux, ensuite les différents engagements, pour étudier l'engagement de conservation portant sur un seuil minimum de droits financiers et de droits de vote. Et on se posera enfin la question de l'exercice d'une fonction de direction au sein de la société opérationnelle qui est éligible au pacte du Trail. Principes généraux. Les principes généraux donc supposent deux principes, et on le complétera tout à l'heure. C'est tout d'abord la conclusion d'un engagement de conservation des titres de la société opérationnelle, en premier lieu. Nous avons ensuite l'exercice d'une activité principale ou d'une fonction de direction par un signataire de l'engagement. Et enfin, la dernière. Excusez-moi. Donc, c'est la conclusion d'un engagement de conservation des titres de la société, tout d'abord, et la conclusion, et avec la question. Alors, conclusion d'un engagement de conservation des titres de la société opérationnelle, pardon, avec tout d'abord un engagement de conservation pris en application,
Première condition. Deuxième condition, cela doit porter sur un seuil minimum de droits financiers et de droits de vote qui sont attachés par la société opérationnelle et qui sont éligibles. Et les seuils ont été abaissés. Concernant donc cet engagement de conservation pris en application de l'article 787B du Code général des impôts, au jour de la transmission à titre gratuit, il est soit collectif, soit unilatéral, qu'on appelle ECC ou EUC, et il est pris pour 2 ans minimum par un associé pour lui-même et ses ayants cause, à titre gratuit seul ou avec d'autres associés. L'associé signataire peut être également une personne morale. Et ça a été modifié par la loi de finances pour 2019. Il est également réputé acquis, c'est un ERA, lorsque les différentes conditions sont réunies depuis au moins 2 ans par le défunt ou le donateur, seul avec son conjoint pacsé, avec son conjoint, son partenaire de Pacs ou le concubin notoire. Et également, le quatrième, l'existence d'un engagement post-mortem qui est pris dans les 6 mois du décès et pris pour 2 ans minimum par les héritiers, légataires du défunt, associés entre eux ou avec d'autres associés. L'un des signataires peut être également une personne morale et donc souscrit par un héritier légataire seul remplissant les conditions. Une remarque, donc l'article combiné des alinéas 88 et 220 semble écarter la possibilité de la société personne morale de souscrire un engagement unilatéral de conservation des titres post-mortem. Le pacte du Trade peut également, dès l'origine, prévoir une prorogation tacite de la durée de l'engagement collectif de conservation des titres, également de l'engagement unilatéral collectif, pour une durée indéterminée ou avec un terme qui est constitué par la réalisation d'un événement. Et la dénonciation de la prorogation tacite doit être notifiée à l'administration fiscale pour lui être opposable. La durée initiale de l'engagement collectif de conservation des titres ou de l'engagement unilatéral de conservation des titres peut être également modifiée par un ou plusieurs avenants sans toutefois être amené à une durée qui est inférieure à 2 ans, ce qui est logique. Ces avenants doivent être enregistrés avant le terme de l'engagement collectif de conservation des titres ou de l'engagement unilatéral en cours afin, bien évidemment, d'être opposable à l'administration fiscale. Bien évidemment, l'administration fiscale précise au travers de ses commentaires qu'en cas de démembrement des titres, l'usufruitier et le nu propriétaire signent l'engagement collectif de conservation et l'engagement unilatéral de conservation. Lorsque les titres constituent des biens communs, et cela a permis de répondre aux questions que j'avais posées tout à l'heure, c'est l'époux associé ou l'un des 2 époux, s'ils sont tous les 2 la qualité d'associés qui signent. L'époux non signataire, qui est associé ou non, est réputé signataire. Dès lors qu'en cas de décès de l'époux signataire, l'époux non signataire peut, sur les titres reçus à l'issue du partage de la communauté, poursuivre l'engagement de conservation. C'est également la question du seuil minimum de droits financiers et de droits de vote attachés au titre émis par la société opérationnelle qui est éligible. Nous avons 2 seuils minimums de droits financiers qui diffèrent en fonction que la société est admise à la négociation ou non sur un marché réglementé. En premier lieu, si la société porte au moins de 10% des droits financiers et 20% des droits de vote
attachés au titre émis par la société opérationnelle éligible, au moins 10% des droits financiers et 20% des droits de vote attachés au titre émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé, en premier lieu, et en second lieu, au moins 17% des droits financiers et 34% des droits de vote de la société exploitante non cotée. Ces seuils sont respectés au jour de la transmission et pendant toute la période de l'engagement collectif de conservation ou de l'engagement unilatéral de conservation, y compris après la transmission à titre gratuit. Dans ce cas, les seuils s'apprécient en tenant compte des titres transmis et en cas d'engagement réputé acquis, ces seuils doivent être respectés au jour de la transmission et l'avoir été au moins pendant 2 années précédant la transmission. C'est pour ça qu'on parle d'engagement réputé acquis dans ce cas-là. Bien évidemment, comme vous pouvez le supposer, ces seuils représentent le minimum requis pour l'engagement collectif de conservation, pour que l'engagement collectif de conservation ouvre droit à l'exonération partielle. Bien évidemment, les signataires peuvent conclure un engagement collectif portant sur une part plus importante du capital. En effet, seuls les titres compris dans l'engagement collectif pourront bénéficier du régime de faveur. Et ce seuil s'apprécie différemment selon que la société est cotée en bourse ou non. Par ailleurs, concernant les sociétés cotées, c'est l'autorité des marchés financiers qui a émis une note indiquant que les pactes du trade portant sur les sociétés cotées doivent faire l'objet d'une information particulière au public. Et c'est également l'exercice d'une activité professionnelle, principale ou d'une fonction de direction par un signataire de l'engagement. Ça, c'est une autre condition, la conclusion de l'engagement de conservation, et l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction de direction par un signataire de l'engagement pendant la durée de l'engagement collectif de conservation ou de l'engagement unilatéral de conservation, au moins un des signataires exerce de manière effective et de manière continue une fonction de direction au sein de la société éligible. C'est dans le paragraphe 270. En cas d'engagement réputé acquis, le défunt et ou le donateur ou son conjoint pacsé, concubin notoire, exerce la dite fonction depuis au moins 2 ans au jour de la transmission. Cela a été précisé également. Alors, on a vu les principes généraux avec la conclusion de l'engagement de conservation des titres qui suppose 2 sous-conditions et également l'exercice d'une activité principale ou d'une fonction de direction par un signataire de l'engagement. Et maintenant, on va analyser les différents engagements. Ce qui va nous permettre de nous poser comme question qui s'engage, quelle est la forme, pour combien de temps, la durée et combien. Tout d'abord, on va commencer par le principal, qui est bien évidemment l'engagement collectif de conservation. Et cela a également été précisé par les commentaires de l'administration fiscale. Le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause, à titre gratuit, avec au moins, et c'est ce qui le diffère de l'engagement unilatéral de conservation, un autre associé, personne physique ou morale. En cas d'interposition, la personne morale signataire est celle qui détient directement la participation dans la société opérationnelle. Ainsi, un des signataires exerce dans la société opérationnelle, et c'est ce que j'ai précisé auparavant, son activité professionnelle principale, c'est dans le cas des sociétés de personnes soumises à l'IR,
ou alors, dans le cas des sociétés soumises à l'IS, d'une fonction de direction. Et désormais, depuis la loi de finances rectifiée, la loi de finances pour 2019, il peut également s'agir d'une personne morale. Quelle est la forme? Ça peut être un acte authentique ou un acte sous seing privé. La durée minimale est de combien? 2 ans, qui est décompté à partir de l'acte authentique ou de l'enregistrement de l'acte sous seing privé. Quand? Avant la transmission à titre gratuit. Et l'engagement collectif de conservation des titres porte au moins sur 17% des droits financiers et 34% des droits de vote de la société exploitante non cotée, qui est détenue directement ou indirectement, avec, dans le cadre de sociétés interposées, 2 niveaux d'interposition. Et cela est également précisé par les commentaires de l'administration fiscale. Et 10 et 20% si les titres sont cotés. Et bien évidemment, nous n'avons pas de seuil minimal qui est exigé par signataire exigé. Pas de seuil minimal qui est exigé par signateur exigé. Donc l'exonération de 75% nécessite en principe que les titres transmis soient engagés dans un engagement collectif de conservation en cours à la date de transmission. Seuls les titres pour lesquels le donataire ou le défunt a souscrit un engagement collectif de conservation en cours à la date du décès peuvent bien évidemment bénéficier du régime de faveur. Les titres d'engagement, compris d'engagement collectif de conservation souscrits par le défunt, sont désignés dans le pacte d'actionnaire. En pratique, il faut numéroter les parts ou actions qui permettent de délimiter clairement les titres couverts par l'engagement collectif de conservation lorsque le signataire n'a pas souscrit cet engagement sur la totalité de la participation qu'il détenait lors de sa souscription. Lorsque les titres, et ça a été réponse de 17 mai 2005, qui est dans le cadre d'une réponse ministérielle à M. Bob, lorsque les titres soumis à engagement sont des biens communs, c'est l'époux associé ou l'un des 2 époux, s'ils ont tous les 2 la qualité d'associé, qui a la capacité de signer l'engagement collectif de conservation. Dans l'hypothèse, l'époux non signataire, qu'il ait ou non la qualité d'associé, est réputé pour l'application de l'article 787b du Code général des impôts, signataire de l'engagement, ce qui permet de bénéficier de l'engagement partiel, même lors du règlement de la succession du conjoint non signataire. La souscription d'un engagement de conservation s'analyse sur le plan civil en un acte démembré. Et pour les titres démembrés, l'engagement doit être signé conjointement par l'usufruitier et le nu propriétaire, ce qui implique qu'en cas de réunion de l'usufruit à la nue propriété, l'engagement soit poursuivi jusqu'à son terme par le nu propriétaire devenu plein propriétaire. Encore une fois, les règles des pouvoirs applicables à l'engagement, à la conclusion d'un engagement collectif de conservation portant sur des titres indivis ne sont pas spécifiées par l'administration fiscale. En pratique, faire adhérer une société holding à l'engagement collectif de conservation est souvent judicieux. Cette société peut faire l'acquisition de titres dont les autres associés signataires souhaiteraient se départir. Donc c'est plutôt judicieux. Nous avons ensuite l'engagement unilatéral de conservation des titres, et ce depuis le 1er janvier 2019, ce qui a un petit peu alourdi le mécanisme, complexifié le mécanisme. C'est le défunt ou le donateur pour lui et ses ayants cause, à titre gratuit, associé d'une société unilatérale ou société majoritaire, répondant à lui seul aux différentes conditions
L'engagement unilatéral de conservation peut être signé par une personne morale également. Il s'agit de celle qui détient directement la participation dans la société opérationnelle, précisée par les commentaires au paragraphe 88. Et le signataire de l'engagement unilatéral de conservation assure la fonction de direction ou exerce son activité principale dans la société opérationnelle. Quelle forme? Donc les conditions sont également identiques à celles de l'engagement collectif de conservation des titres. C'est un acte authentique ou sous seing privé. La durée minimale est de 2 ans à compter de date à date à partir de l'acte authentique ou de l'enregistrement de l'acte sous seing privé, avant transmission à titre gratuit. Et également, encore une fois, le pourcentage de droits financiers et de droits de vote doivent être respectés, avec 17% des droits financiers et 34% des droits de vote de la société exploitante non cotée, détenue directement ou indirectement, et 10% et 20% si les titres sont cotés. On a vu les principaux engagements, avec l'engagement collectif de conservation des titres, mais l'engagement unilatéral de conservation des titres. Maintenant, on va en voir 2 autres qui sont subsidiaires. Est-ce que ça va jusqu'à là? Est-ce que ça va ou pas? Est-ce que je ne vais pas trop vite? Est-ce que c'est assez dense? C'est dense. Ouais, les du rappel aussi, mais bon, les choses qu'on ne pratique pas forcément non plus au quotidien. Ok. Alors, le petit peu important. Est-ce que ça va ou pas en distanciel? Parce que c'est vrai que il y a assez... comme les... Oui, ça va. Ça va? Ah, oui. Quelqu'un qui vient de me faire un pouce en disant que ça allait. Oui, parce qu'apparemment, ils n'ont pas de... Pardon? Ils n'ont plus de micro, on dirait. Ils ne sont pas branchés. C'est une impression ou pas? Non, mais ils ont coupé le micro. Et J'ai l'impression qu'on peut l'activer et le désactiver. Pardon? Allez, oui, est-ce que ça Il est 11h30. Allez, Continuons. Donc, nous avons donc 2 autres engagements. Donc, c'est l'engagement de conservation qui est réputé acquis, l'ERA. En effet, cela paraît de manière un peu triviale de rattraper le temps perdu en considérant que le chef d'entreprise a conclu et respecté l'engagement collectif lorsqu'il a répondu aux conditions précisées ci-dessous. Alors, l'engagement collectif est réputé acquis lorsque ces 2 conditions sont remplies. C'est tout d'abord la détention par le défunt ou le donateur avec son conjoint ou avec son partenaire lié par un pacte pendant au moins 2 ans de titres représentant les seuils exigés en droit financier et en droit de vote. C'est également l'exercice dans la société par le défunt ou le donateur ou son conjoint ou partenaire depuis au moins 2 ans à la date de la transmission de son activité professionnelle, si l'activité relève de l'IR, et également de l'activité d'une fonction de direction visée à l'article 975 du Code général des impôts, si la société est soumise à l'IS. Une remarque qui est importante, cet aménagement présente un intérêt majeur en cas de prédécès du dirigeant, avant même d'avoir pu souscrire un engagement collectif de conservation, offrant ainsi la possibilité à ses héritiers, dès lors que les conditions sont remplies, de bénéficier de l'application d'un abattement de 75%. Nous avons également autre engagement, l'engagement collectif de conservation ou l'engagement unilatéral de conservation post-mortem, l'EP. Il s'agit de la signature soit d'un engagement collectif par un ou plusieurs héritiers ou légataires entre eux ou avec deux associés. C'est également, d'autre part, un engagement unilatéral de conservation par un héritier ou un légataire seul.
et nous avons les mêmes conditions d'exercice d'activité ou de fonction de direction que dans le cas d'un engagement collectif de conservation ou d'un engagement unilatéral de conservation. Il semblerait que de l'engagement unilatéral de conservation, il ne soit pas possible que cet engagement soit souscrit par une personne morale associée. Quid le délai dans les 6 mois de la transmission par décès? Quelle forme? Sous un acte authentique ou sous un privé? La durée de 2 ans minimum, bien évidemment. Et le pacte mortem permet aux héritiers intéressés par la reprise de l'entreprise de conclure eux-mêmes dans les 6 mois suivant le décès l'engagement collectif qui aurait dû, en principe, être mis en place avant le décès. Donc, ça, on va dire que c'est un régime, malheureusement, entre guillemets. Si l'engagement post-mortem est souscrit par acte sous seing privé et enregistré avec la déclaration de succession, la durée de 2 ans à court terme court à compter de l'enregistrement de la déclaration de succession. Et qu'en est-il si l'engagement post-mortem est souscrit par un acte authentique entre la date du décès et celle du dépôt de la déclaration de succession? Le point de départ du délai de 2 ans, et ça a été précisé encore une fois par les commentaires d'administration fiscale, devrait être celui de la date de l'acte et non celui de la déclaration de succession. Et combien de temps, même combien ce sont les mêmes seuils de détention qui sont requis, qui sont identiques dans l'engagement collectif de conservation ou de l'engagement unilatéral de conservation. Donc le seuil minimum, maintenant, donc je l'ai déjà évoqué, c'est un seuil minimum de droits financiers et de droits de vote. Donc je l'ai déjà rappelé, donc c'est une des conditions également. Les titres de la société admis à la négociation sur un marché réglementé, quand l'engagement porte cumulativement sur au moins 10% des droits financiers et 20% des droits de vote attachés au titre émis par la société soumis à l'engagement de conservation. Et s'il s'agit de titres de société de mon côté, l'engagement porte sur au moins 17% des droits financiers et de 34% des droits de vote attachés aux parts ou actions de la société exploitante dont les titres sont soumis à un engagement de conservation. Cet engagement de conservation est apprécié par rapport entre le rapport au numérateur à l'ensemble des titres détenus par le ou les associés signataires de l'engagement collectif ou engagement unilatéral de conservation en cours au jour de la transmission, directement ou, le cas échéant par l'intermédiaire d'une ou de sociétés interposées, qui encore une fois est une exception, et également au dénominateur, c'est la masse de droits de vote dans les assemblées et des droits de dividendes attachés au titre émis par la société en contrepartie de son capital social. Ce qui pose la question des droits à retenir pour la détermination du seuil. Les droits de vote et également les droits de dividendes qui sont attachés aux actions ordinaires, aux actions à droit de vote multiples ou privilégiés, et également aux certificats de droit de vote. Nous avons des conditions également spécifiques aux droits de vote attachés aux actions de préférence. C'est tout d'abord l'administration fiscale précise en effet que les actions de préférence avec droit de vote détenues par le ou le membre de l'engagement de conservation ne doivent pas voir leurs droits suspendus au cours de l'engagement de conservation. Et également des spécificités aux droits à dividendes qui sont attachés aux actions à dividendes prioritaires, sans droit de vote et certificat d'investissement, cas atypique. L'administration précise que les certificats d'investissement ne peuvent plus être créés. Ils sont soit remplacés par des actions de préférence,
souhaite destiné à être constitué en action par réunion avec des certificats de droit de vote. Donc ça, c'est quand même spécifique. Voilà, donc c'est droit de vote. Donc c'est ce dont je parlais à l'instant même. Alors, nous avons une différence qui est très importante concernant l'exercice d'une fonction de direction au sein de la société opérationnelle. Elle s'applique respectivement à une entreprise individuelle ou sociétaire. Dans le premier cas, sauf de rares exceptions liées à une impossibilité objective, l'activité doit être nécessairement poursuivie par un bénéficiaire de la transmission dans le cadre de la société individuelle, tandis que dans le cadre de la d'une entreprise sociétaire, la direction ou l'activité principale au sein de la société peut être également le fait d'un tiers, pourvu qu'il soit signataire pour l'engagement collectif de conservation. L'exercice effectif et continu jusqu'au terme de l'engagement par un des associés signataires. Nous avons deux conditions d'application qui sont dites alternatives. C'est tout d'abord l'exercice de son activité professionnelle principale, si la société transmise est une société de personnes, qui est visée à l'article 8 ou du 8TR du Code général des impôts. Remarque, ce renvoi, on peut le supposer, laisse penser qu'une condition de rémunération doit être respectée. Cependant, il y a une contradiction qui s'oppose avec l'alinéa 290 et l'article 787B du Code général des impôts n'impose pas de conditions tenant à la rémunération perçue par le dirigeant au caractère principal de son activité dans la société. Donc, quand bien même la condition de rémunération doit être respectée, il n'y a pas de précision concernant ces conditions tenant à cette rémunération. Première condition, donc c'est l'exercice d'une activité principale ou alternative. Et deuxième condition, c'est la fonction de direction énumérée du troisième mot de l'article 975 du Code général des impôts pour les sociétés à l'IS de plein droit ou sur option. Il s'agit des fonctions suivantes. Ça peut être le gérant nommé conformément au statut d'une société à responsabilité limitée ou en commande par action, des associés au nom d'une société de personnes, du président, du directeur général, du président du conseil de surveillance ou du membre du directoire d'une société par action. Donc, c'est ce que je disais préalablement. Donc, l'administration rappelle qu'aucune condition tenant à la rémunération n'est exigée et que différents signataires de l'engagement collectif de conservation peuvent se succéder dans l'exercice d'une fonction de direction. Mais la vacance du pouvoir doit être néanmoins inférieure à 30 mois. Et la direction de la société ou de l'acte principal ne doit pas nécessairement être effectivement exercée par la même personne pendant la durée de l'engagement collectif de conservation. Et l'administration fiscale admet même d'ailleurs qu'en cas de changement de direction, une vacance qui n'excède pas 3 mois peut être constatée sans qu'elle entraîne la remise en cause de l'exonération. Alors, après avoir donc déterminé les conditions d'application, ces conditions alternatives d'une fonction de direction au sein de la société opérationnelle éligible au pacte du Dutreil, on va l'analyser pour chacun des engagements qui sont pris. L'engagement collectif de conservation ou l'engagement individuel de conservation. Dans l'engagement collectif de conservation, ça peut être un des associés signataires qui peut être également une personne morale. Dans l'engagement unilatéral de conservation, c'est le défunt ou le donateur souscripteur de l'engagement. En matière d'engagement collectif comme d'engagement unilatéral,
de conservation des titres. Il peut s'agir d'une personne morale si elle est signataire de l'engagement collectif. Cela ne peut pas être post-mortem concernant l'engagement unilatéral de conservation. Concernant l'engagement réputé acquis, le donateur, défunt, son conjoint, son partenaire de Pacs ou son concubin notoire, sont détenteurs de titres depuis 2 ans, au moins à la date de la transmission. C'est l'alinéa 255 précise que l'un des membres du couple exerçant la fonction de direction doit être détenteur des titres. Et l'exercice de la fonction de direction par le conjoint, qu'il soit pacsé ou concubin le cas échéant, lui-même personnellement non titulaire des titres, ne pourrait dès lors pas permettre l'exonération. Et en cas de fonction de direction, la fonction de direction est exercée au sein de la société opérationnelle, de la filiale opérationnelle. Dans l'engagement post-mortem maintenant, engagement post-mortem, un des signataires de l'engagement collectif ou un des engagements unilatéral collectif, voilà. Et comme je vous le disais tout à l'heure, un associé, personne morale, ne peut souscrire seul un engagement unilatéral collectif post-mortem. Voilà les conditions qui sont à respecter au jour de la transmission. On arrive maintenant aux conditions qui sont postérieures à la transmission. Je crois qu'on fera une autre partie après, cas échéant a posteriori, ce qu'il y avait encore sur les sociétés. Je crois que je vais m'arrêter sur ces conditions. On pourra, oui, reprogrammer de toute façon. Il est 11h45, on aura un quart d'heure, allez, 20 minutes maximum, mais on pourra faire un 3e module avec plaisir. Voilà, sur la partie que je n'ai pas pu après. Encore une fois, on va étudier les principes généraux avec les conditions d'application. Et ensuite, l'exercice effectif au sein même de la société pour chacun des engagements qui sont pris. Donc, principes généraux et conditions d'application particulières. Alors, délai de 2 ans avant, au jour de la signature de l'acte. Nous avons ensuite un engagement individuel de conservation de 4 ans des titres reçus par le donateur, héritier, légataire, ayant bénéficié de l'exonération partielle pour eux et leur ayant cause à titre gratuit. L'engagement collectif de conservation ou l'engagement unilatéral de conservation, il est pris pour 4 ans, décompté à partir de la fin de l'engagement collectif de conservation ou de l'engagement unilatéral de conservation, qui était au cours au jour de la transmission. Une exception concernant l'engagement réputé acquis, c'est 4 ans décompté de date à date. Et l'engagement post-mortem, c'est un engagement unilatéral, individuel collectif, pris pour 4 ans, décompté à partir de la fin de l'engagement collectif de conservation et de l'engagement unilatéral de conservation qui est signé post-mortem. L'engagement individuel de conservation des titres porte sur la conservation directe et indirecte de la transmission dans la société opérationnelle qui est éligible au Dutreil à raison de laquelle l'exonération partielle est appliquée. Selon le cas, l'engagement individuel de conservation porte donc sur les titres de la société opérationnelle ou sur ceux de l'interposé. Est pris au pied de la déclaration de succession ou dans un acte enregistré séparément et qui est pris également dans l'acte de donation ou annexé à la reconnaissance du bon manuel. Et c'est le formulaire 2735. S'agissant d'un engagement contracté individuellement par chaque donataire ou successeur,
Les conséquences de sa violation sont en principe moindres que dans le cas de l'engagement collectif. L'exonération n'est remise qu'à l'égard du seul bénéficiaire des factures. Je précise également, dans ces principes généraux, que les héritiers, les donataires, les légataires qui souhaitent bénéficier de l'exonération partielle doivent poursuivre jusqu'à son terme l'engagement unilatéral ou collectif de conservation des titres pour lesquels ils souhaitent bénéficier de l'exonération. Il s'agit ici d'une phase extrêmement rigoureuse. S'ils ne respectent pas cette phase, le pacte du Treil est remis en cause. Ce qui aboutit à ce que toute cession intervenant après la transmission à titre gratuit entraîne rupture par le cédant de l'engagement collectif de conservation et dans les conditions retenues pour assurer le maintien de l'exonération durant la phase d'engagement individuel de conservation. C'est un point que... Alors, une remarque également que l'on peut apporter, l'administration impose de recourir à un pacte adjoint enregistré lorsque le don manuel est consenti avec réserve d'usufruit. Il s'agit de pouvoir vérifier le respect de la condition de limitation des droits de l'usufruitier. Le BOI, les commentaires, précisent également à l'alinéa 340 qu'en cas d'indivision, l'engagement individuel de conservation de titres est pris par chaque co-indivisaire en sa qualité d'associé, en présence d'un gérant de l'indivision. Ce dernier a la capacité de signer pour le compte de tous les co-indivisaires. C'est également la donation avec réserve d'usufruit. Seul le nu propriétaire donateur prend l'engagement individuel de conservation. Et en cas de donation partage avec soult, l'engagement individuel de conservation est souscrit par le bénéficiaire effectif. C'est également, donc c'est la poursuite de l'engagement, première condition, et la seconde condition, c'est l'exercice effectif et continu de l'activité principale ou d'une fonction de direction, ce que l'on a déjà traité tout à l'heure, au sein de la société pendant les 3 ans suivant la transmission à titre gratuit. Et j'appelle votre attention sur le fait que c'est 3 ans et non pas 4 ans. Après avoir étudié les principes généraux, maintenant on étudie l'application pour chacun des engagements, avec un point relatif à l'exercice effectif et continu de l'activité professionnelle principale ou d'une fonction de direction au sein de la société pendant les 3 ans suivant la transmission. Précision, le point de départ du délai de 3 ans est reporté de 6 mois si l'exercice des fonctions de direction débute statutairement et effectivement dans les 6 mois du décès. L'engagement collectif de conservation, l'engagement unilatéral de conservation, la fonction exercée indifféremment par l'un des associés signataires de l'engagement collectif de conservation ou de l'engagement unilatéral de conservation dont le donataire, ou l'un des héritiers, légataires ou donataires, qui a pris un engagement individuel de conservation, et l'administration précise que par tolérance, l'un des associés signataires peut exercer la fonction, y compris s'il a transmis tous les titres qu'il avait soumis à l'engagement. Pendant l'engagement collectif de conservation et l'engagement unilatéral de conservation, la fonction de direction éligible peut être exercée par une personne morale si elle est signataire. L'engagement réputé acquis maintenant.
la fonction exercée par l'un des héritiers, légataire ou donataire, qui a pris un engagement individuel de conservation. Un autre associé dont le donataire peut également exercer une autre fonction de direction après la transmission. Dans l'engagement post-mortem, l'engagement réputé acquis, le donataire peut ainsi assister le donateur peut ainsi assister le donataire dans ses fonctions. Maintenant, l'engagement post-mortem. Il s'agit des associés signataires de l'engagement collectif de conservation des titres et de l'engagement unilatéral de conservation post-mortem. S'agissant des héritiers et des légataires signataires de l'engagement post-mortem, il s'agit de l'un de ceux qui a également pris un engagement individuel de conservation. Aucune disposition spécifique à l'engagement post-mortem ne figure aux alinéas 390 à 395 relatifs à l'exercice d'une fonction de direction après la transmission. Néanmoins, on peut se poser la question de savoir si une personne morale pourra exercer la fonction de direction dans l'engagement post-mortem. Alors, ce que je vous propose, comme il est 11h55, parce que je vais voir le cas particulier des sociétés interposées. C'est une autre partie. Ce que je vous propose, c'est de faire un autre module où on étudiera les autres points que je n'ai pas pu élaborer lors de cette séance. Et comme il reste 5 minutes, j'ai vu que sur le chat, nous avions quelques questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions à Nicolas si vous n'avez pas eu les réponses lors de la formation. Voilà, merci à tous. Curiosité entre le fait de... On ne demande simplement que d'exercer des fonctions de direction sans forcément avoir une rémunération. Dans ce cas-là si il y a une rémunération, mais par contre, on n'exige pas le montant de la rémunération. Ah, mais on exige une rémunération. Oui. Ah, ce que je veux dire, c'est pas par rapport à l'IFI, justement, où là, on exige la rémunération. Ici, on exige la fonction de direction. Si on imagine par exemple une société familiale où on a un père qui a déjà pris sa retraite depuis longtemps, il a 80 ans quand on fait le pacte, il décède à 95, il a des enfants qui le suivent dans l'entreprise, qui ont une cinquantaine au moment où on signe le pacte. Il est majoritaire, c'est lui qui détient pratiquement tous les droits, mais les enfants en ont aussi, enfin deux des enfants sur les enfants qu'il a eu qui sont dans l'entreprise. Ça voudrait dire qu'à ce moment-là, le pacte n'aurait pas pu s'appliquer. Excusez-moi, parce que j'ai un revoir ce qu'on est note. Oui. Parce qu'en fait, donc, laisse penser qu'une condition effectivement de rémunération doit être respectée. Néanmoins, c'est la ligne à 290 qui ne pose pas de conditions tenant à la rémunération perçue par le dirigeant ou au caractère principal de son activité dans la société. Donc en fait, il y a quand même un flou sur ces conditions de rémunération. Que dans l'IFI, non, il n'y a pas de flou du tout. Il faut que ce soit une activité qui représente le max, la majorité de son revenu dans l'entreprise. Oui. C'est simplement une direction, ça ne suffit pas. Non, il faut qu'il y ait une rémunération. Oui, c'est quand même conseillé d'avoir une condition de rémunération. Ça serait quand même étrange qui est que le cas d'une exercice d'une direction, il n'y ait pas de condition de rémunération. Les deux, parce que bon, on peut quand même de complètement. De revenus de patrimoine. C'est pas très cohérent que d'un côté on n'exige pas et de l'autre on exige. Complètement, oui, c'est pas. De toute façon, c'est ce que j'expliquais en introduction, il y a énormément de carences et de vide concernant les modifications et de la loi de finances. Merci. Quelque chose quand même à voir, parce que je vois, j'ai étant
enfin officiellement retraite, parce qu'il a liquidé ses droits, mais bon, il perçoit du coup, par obligation, une petite rémunération, qui a eu 81 ans là au mois d'août, qui est toujours dans l'entreprise, il travaille, il a exercé de direction, avec son épouse d'ailleurs. J'espère qu'il va encore durer longtemps, mais bon, mais l'IFI, du coup, il se retrouve, on s'est retrouvé un peu contraint de lui attribuer une rémunération aussi minime soit-elle, pour le principe, pour dire que le bien professionnel, enfin, où certaines activités ne soient pas taxées à l'IFI. C'est comme une curiosité, alors qu'il était dirigeant depuis les années 50. Il y a comme des curiosités dans la fiscalité. Bah, il y a des incohérences, oui, il y a des incohérences qui sont notables et qui sont. C'est pour ça qu'ils font l'objet d'analyses doctrinales et de divergences doctrinales également. C'est très compliqué de s'y retrouver. Et c'est compliqué de s'y retrouver. Pour ça, mais là, ça a été l'analyse avec la réforme, avec la loi de finances pour 2019. Donc, l'administration fiscale qui a fait ses derniers commentaires en décembre 2021, plus cet arrêt de jurisprudence qui a eu lieu en mai, plus de nouveau la loi de finances rectificative d'août 2022. De toute façon, c'est un mécanisme qui est remis en cause, qui est totalement louable au sein de nos sociétés. Il y aura éventuellement en ligne un posteriori, oui, surtout les références de texte ou l'arrêt. On vous enverra les slides et le replay sera mis en ligne. Voilà. On arrive à son terme de cette réunion. Nous sommes malheureusement contraints par le temps. Je vais arrêter l'enregistrement. Vous remercier de votre participation. Et puis, surveiller nos communications, puisqu'on va organiser un 3e module le mois prochain avec Nicolas. Et on partira sur des questions plus techniques avec les holdings interposés, où on pourra. On les faire Algan avant. Pardon? On pourra en faire Algan avant. Écoutez, je vous remercie mille fois de votre attention. Merci Nicolas. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.